Bonjour et bienvenue sur Africa Tech Rising, votre podcast de référence pour un aperçu exclusif de l'écosystème technologique en Afrique francophone. Bonjour Sabi, Bonjour Mélissa, bonjour. comment ça va? Je vais très très bien chez toi. Ça va bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous sur le podcast Africa Tech Rising. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es spécialiste de la blockchain et ça va être vraiment une discussion intéressante aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous retracer un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à te spécialiser dans la blockchain et le Web3? Merci Mélissa, il faut d'abord dire que le plaisir est partagé pour moi, hein, c'est un honneur d'être là. Parce que tout ce qui touche l'Afrique me touche toujours. Et mon parcours, c'est le parcours atypique de tout jeune, hein. J'ai fait comme je suis né au Bénin, beaucoup plus dans le nord du Bénin qu'on appelle Banikora. Et là, dès lors, j'ai fait mon cursus au primaire, mon cursus secondaire, puis je suis allé m'installer beaucoup plus à Paris. J'ai fait le bac et je suis allé quand même à l'université. Après l'université, il faut dire que j'ai fait un cursus de transport et logistique. Et quand on sait qu'au Bénin, comment en ce moment, dans les années 2009-2010, la logistique, c'était quelque chose qui n'était pas trop connu. Et donc, il fallait à un moment donné se gérer, il fallait quand même trouver de beaucoup d'autres choses parce que même pour même faire des stages, c'était un peu difficile. Donc, dans les années 2013, j'ai commencé quand même par travailler et tout ça là. Et dès 2016, quand on est jeune, on a envie de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent. Et c'est ainsi que j'ai découvert un autre monde encore plus cupide, où l'investissement en ligne, on demandait aux gens d'investir en ligne, multiplier ses investissements. Et ça m'a très, très tôt attiré. Je suis rentré dedans. J'ai commencé quand même. Au début, ça n'a pas été facile parce que mes petites économies, je les ai mis dedans. Et il y avait une institution qui était là. On nous demandait d'investir beaucoup plus en Bitcoin. Donc, le Bitcoin était la monnaie qui était utilisée pour l'investissement. C'est après que j'ai compris que c'était aussi, c'était pour eux quand même une alternative assez moyenne pour pouvoir contrôler. Et j'ai commencé par comprendre, par tourner à beaucoup plus sur crypto-monnaie qui était la blockchain en son temps. Et de perte en perte, d'échec en échec, il fallait trouver une alternative. Et c'est là que j'ai commencé par comprendre l'utilité de la blockchain, comment son fonctionnement, comment la blockchain est régie. Et comprendre que la blockchain est régie, je suis tombé amoureux. J'ai commencé par investir. Et quand on sait que quand on est débutant, les investissements, c'est qu'on les prend à la rate. C'est que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur les plateformes, on investit. Je suis tombé dans des shitcoins, hein. Et je crois qu'en 2020, il y a parallèlement une crypto-monnaie qui m'a quand même beaucoup fait gagner beaucoup de millions. Et ça a été une intuition pour moi. Je suis encore tombé beaucoup plus amoureux, mais malheureusement, le débutant, je suis tombé sur le panneau parce que à vouloir tout réinvestir, on s'est dit qu'il y a d'autres qui donnent. Je suis tombé sur le panneau. En 2021, j'ai rencontré Binance. En ce moment, Binance cherchait ce qu'on appelle des anges. Les anges, ce sont des personnes qui promettent l'éducation. Et beaucoup plus, c'est comme ça que je suis rentré en tant que Binance Angel en 2021. Et depuis 2021, j'ai cherché à me spécialiser dans le domaine de la blockchain. Et quand je dis spécialisé, c'est vraiment devenir spécialiste. Et c'est comme ça, en 2022, j'ai fait un master en blockchain et Web3, et donc je suis détenteur. Après ça, j'ai quand même fait d'autres formations comme en ligne à l'université de Lausanne, d'autres aussi, hein, et sur le but fondamental, c'est-à-dire que permettre et au sein de cette famille de Binance Angel, on a quand même relevé un défi de connaissance, un défi d'éduquer. Et c'est comme ça depuis 2022. J'ai commencé à éduquer en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l'éducation sur tout ce qui est blockchain. Et il faut dire que pour l'an 2023, j'ai organisé plus de 20 masterclass dans les universités du Bénin. Oui, et dans plus de 10, hein, 12 universités du Bénin. Et aussi, hein, j'ai voyagé, que ce soit dans l'Afrique centrale, participer à d'autres événements au Cameroun, au Côte d'Ivoire et tout ça là. Et aujourd'hui, depuis 2022, j'ai essayé quand même de mettre en place ce qu'on appelle des solutions blockchain. C'est ainsi que j'ai fondé Tapé avec un autre, et Tapé qui est une nouvelle solution, une solution basée sur la blockchain, permettant, grâce à la blockchain, de trouver des solutions pour l'Afrique, pour les Africains et beaucoup plus l'Afrique francophone. Waouh! Eh bien, un grand bravo à toi. Tu te rends compte, c'est un nombre énorme de masterclass et de workshops que tu as organisés autour de la blockchain. Et il me semble que après notre discussion, tu m'as dit qu'il y avait une bonne partie que tu faisais aussi sur la base, du volontariat et le fait de promouvoir l'éducation, pour tous. Donc encore plus, un grand bravo pour ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Il faut dire que Je me suis dit qu'aujourd'hui, on
Voilà, c'était une autre manière d'aborder ce qu'on appelle le truc. C'est vrai, il y a d'autres consultants que je fais auprès des institutions bancaires, des institutions qui ont besoin d'avoir ce qu'on appelle euh, une formation atypique. Mais le reste, que ce soit dans les universités, c'est des trucs de bénévoles qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est notre leitmotiv. Éduquer, éduquer beaucoup plus. Et dire, vous le faire, nous le ferons. Eh bien, vraiment un grand bravo à toi. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, on va en profiter d'avoir un formateur en blockchain et en Web3 pour redéfinir des concepts, super importants. Et un premier concept qui me tient à cœur parce que je pense que c'est au cœur, de l'ère du temps, c'est le concept de P2P, peer to peer. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment ce concept qui est simple, peut révolutionner la manière dont on échange et amener plus de décentralisation et d'inclusion financière. OK. D'ores et déjà, comme on dit, le cœur, c'est de personne à personne, de directement. Et quand on parle de directement, ça veut dire que éliminer tout ce qui est intermédiaire. Parce que quand on sait que les intermédiaires, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de frais. Et plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de protocoles. Donc, c'est une technique peer-to-peer. Le peer-to-peer, ça peut être, comme le dit, hein, les mobile money, je prends de mon truc, c'est vrai que c'est pas des peer-to-peer direct, mais le peer-to-peer, c'est de personne à personne. Et quand on pense, par exemple, quand vous voulez envoyer de l'argent d'une banque à votre frère, qui est peut-être en France, ça devient un protocole. Il faut aller à la banque. Les banques va prendre les autorisations auprès de la BCEAO. On va demander un partenaire banque de l'autre côté. Et après ce partenariat, on va créditer le fonds de l'autre côté et ça peut avoir. Donc, le peer-to-peer permet quand même d'éliminer ce qu'on appelle les intermédiaires. Et quand le peer-to-peer est appliqué à la blockchain, qui est vraiment très, très décentralisée, ça veut dire que il y a cette pression de l'État, il y a comment dit-on, cette limite qu'on nous impose, c'est de démystifier toutes ces limites. Ça veut dire qu'une personne peut passer d'une personne à une autre sans besoin d'intermédiaire, moins de frais, moins de tracasseries. Et quand on dit ça, veut dire que la rapidité et encore gain de temps et beaucoup de gains d'argent aussi parce que les frais diminuent et les intermédiaires. Cela dit, c'est pas parce qu'il y a du peer-to-peer qu'on peut, éliminer les plateformes, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi? Par ex non, on ne peut pas y aller partout. Vous savez, comme je dis, les solutions viennent pour me donner. J'ai l'habitude de dire une chose, hein. Le système financier est assez complexe qu'il faut même dans le peer-to-peer, même qu'elle implique des crypto-monnaies, il faudrait se mettre des normes parce qu'il y a ce qu'on appelle le blanchiment de capitaux, il y a le financement de terroristes, qui sont des actes qui existent, qui sont vraiment néfastes. Donc, pour ça, il y a des protocoles qu'il faut mettre en place qui permettent quand même de réglementer ce qu'on appelle l'activité. Et en réglementant l'activité, on permet quand même de mettre en place une solution saine, une solution qui sera moins qui va causer moins de problèmes, hein, à la société et ça permettra quand même ce qu'on appelle des finances saines. Et donc la blockchain, évidemment, la technologie blockchain, je sais pas si tu veux nous rappeler un petit peu la définition? C'est au cœur, c'est du peer-to-peer et ça nous permet ou ça nous permettrait d'échanger en direct sans passer par des intermédiaires. Et effectivement, en fait, la technique blockchain, c'est quoi? On dit que c'est un registre distribué où les gens peuvent faire toutes les opérations. Cette technique blockchain, elle a des caractéristiques. Donc, elle est sécurisée, hein. Elle est sécurisée, elle est immuable. Mmh. Elle est open source. Et quand on dit immuable, c'est qu'on ne peut pas le modifier. Mmh. Elle est sécurisée parce que personne ne peut venir y ajouter des blocs. Les blocs sont ajoutés par le réseau. Et elle n'appartient à personne. Elle est open source parce que et vous et moi, toutes les personnes qui peuvent consulter toutes les transactions sur la blockchain. Donc, quand c'est comme ça, il y a moins de frais aussi dans la blockchain. Et lorsque on utilise une technologie comme les crypto-monnaies qui sont des technologies natives de la blockchain, ça veut dire que c'est assez. On a une crypto-monnaie, c'est une monnaie. Mais c'est une monnaie beaucoup plus numérique. C'est une monnaie comme le franc CFA, c'est une monnaie comme le dollar, c'est une monnaie comme l'euro. Mais cette monnaie, elle est logée sur la blockchain. Mais du fait du caractère immuable de la blockchain, du fait du caractère industrie de la blockchain, tout ça là permet que les crypto-monnaies deviennent un outil de transaction financière. Et ça veut dire quoi? Lorsque je dois effectuer une transaction entre Mélissa et moi sur la blockchain, tout à l'heure, je peux envoyer 1 million de dollars à Mélissa via la blockchain sans aucun problème. En moins de 30 secondes, l'argent vient chez Mélissa et Mélissa n'aura pas à être contraint par les frais. Et lorsqu'on utilise encore beaucoup plus des stablecoins qu'on appelle, des crypto-monnaies qu'on appelle des stablecoins, par exemple, je prends l'USDT pour t'envoyer 1 milliard de dollars aujourd'hui du Bénin vers directement ton portefeuille, je ne peux dépenser moins de 700 francs. Moins de 700 francs. 1 milliard. Et en 30 secondes, tu reçois l'argent et c'est de peer to peer.
personne ne pourra bloquer cette transaction. Personne ne viendra dire, ouais, Mélissa, tu veux faire quoi avec l'argent? Personne ne viendra mettre des conditions en place. Et ce peer-to-peer élimine ce qu'on appelle tout ce qui est barrière, hein, imposée par les. Et nous, déjà, en tant qu'institution, hein, et en tant que fintech, appliquer peer-to-peer avec des solutions, nous, on essaie quand même aussi de prendre des précautions pour dire oui, il faudrait qu'on s'assure que Mélissa est une bonne personne. Il faudrait qu'on s'assure que la relation qui se dit Mélissa et Urungobi sont des relations saines. Et là, on fait ce qu'on appelle des vérifications nécessaires pour pouvoir permettre que cette technologie soit beaucoup plus saine et qu'elle soit disponible à tout le monde. Au final, la blockchain et le peer-to-peer dans le contexte des crypto-monnaies, c'est un peu la démocratisation de la finance, Et quelque part, et c'est pour ça que, voilà, ça mène aussi à l'inclusion financière et que tout le monde puisse participer et puis qu'on puisse, enlever les frais et les intermédiaires qui sont pas, nécessaires. effectivement. Alors selon toi, quels sont les avantages et les défis, de l'implémentation, des cryptomonnaies et de la blockchain en général, qui est une technologie qui permet d'autres choses que les cryptomonnaies? Mais là, puisqu'on est dans le contexte un petit peu des cryptomonnaies, quels sont les avantages et les défis à l'heure actuelle? Que ce soit en Afrique francophone, tu as dit que voilà, donc toi tu es basé au Bénin, tu as beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest. Donc, que ce soit sur ce marché-là que tu connais ou, de manière globale, sur le continent africain. Et il faut dire que les défis sont tellement énormes parce que quand on dit crypto-monnaie, on dit investissement. Et quand on dit investissement, on dit hein, il y a ce qu'on appelle tout un tas de choses qui existent. Parce que les caractères des crypto-monnaies, c'est des monnaies qui sont volatiles. Et volatiles et aussi, il faut comprendre que c'est un monde vraiment assez fou où il y en a plus de centaines de milliers de crypto-monnaies. Mais parmi elles, eux sont quand même très fiables compte tenu de leur caractère. Donc, ça veut dire que ça nécessite ce qu'on appelle la mise en place d'un cadre réglementaire. Et quand on parle de cadre réglementaire, ça veut dire que ça permettra quand même hein, de limiter ce qu'on appelle déjà leur utilisation, de protéger ce qu'on appelle plus hein, l'investisseur c'est ceux qui le manipulent. Et ça permet quand même de sécuriser ce qu'on appelle le contexte financier. Parce que quand on le dit, on parle de finances, et à quoi bon c'est envoyer 1 milliard à quelqu'un? Si c'est 1 milliard, c'est pour faire autre chose, il faudrait que donc aujourd'hui, le défi le plus grand dans l'Afrique francophone, c'est les problèmes de régulation. Vous êtes sans savoir, chez moi au Bénin, depuis internet, c'est un peu difficile hein, d'investir. Les crypto-monnaies, leur manipulation ainsi que l'État a mis ce qu'on appelle des réserves dans ce domaine. Pourtant, dans les pays européens, il y a la loi MiCA qui est entrée en vigueur depuis le 1er juillet. Ça veut dire que quelque part, c'est parce que l'État n'a pas encore des armes solides pour pouvoir mieux cerner ce domaine. Et d'un autre côté, il y a de l'arnaque. Parce qu'on parle de peer-to-peer. Quand on parle de peer-to-peer, c'est que j'envoie de l'argent à Mélissa directement. C'est-à-dire que banalement, Mélissa peut payer quelqu'un d'autre, anarquer l'autre sans aucun problème, sans qu'on ne puisse suivre. Et du moment où il y a aussi l'absence hein, de l'État sous l'absence d'un intermédiaire autour, ça veut dire que, et que qu'on ne peut pas annuler ces transactions de l'immuabilité. Ça veut dire que même si aujourd'hui, quelqu'un m'arnaque de 1 million, de 2 millions, il est très, très difficile tracer la personne parce que la blockchain, elle est beaucoup plus anonyme. C'est que c'est des adresses qu'on utilise pour envoyer, il n'y a pas de nom. Et les fintechs comme nous, nous sommes là pour apporter un cachet beaucoup plus spécial. Parce que ça permet quand même le fait de cerner ce domaine, permettant quand même à un moment donné de lever l'équivoque de l'anonymat de la blockchain, parce qu'on aura utilisé des personnes pour des transactions. On sait que lorsque l'argent, je vais envoyer 1 million à Mélissa et puis Mélissa, il doit m'envoyer une contrepartie dans le cas de P2P, parce que quand on parle de peer-to-peer, c'est de A à B. Et la contrepartie, peut-être que c'est ce qu'on appelle, c'est le franc CFA. Et dans ce cas, ça permet quand même de ça. Donc aujourd'hui, même des cas d'arnaque qui sont courants, ce sont des défis, et les défis de réglementation sont là. Et ça permettra quand même aux jeunes startups comme nous qui sommes dans le domaine hein, d'attirer beaucoup plus ce qu'on appelle hein, le financement, d'attirer beaucoup plus hein, les solutions. Et on l'a déjà dit, la blockchain, ce n'est pas toujours du financier. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du foncier, que ce soit dans le domaine administratif, que ce soit dans le domaine de la logistique, que ce soit dans le domaine hein, de l'agriculture, que ce soit dans le domaine, tous les domaines aujourd'hui, la blockchain trouve hein, son rudiment. Et la preuve, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des solutions assez particulières dans le domaine du foncier, qui est un problème qui gangrène hein, l'Afrique. On a des solutions qui pourront revenir dans la raison, mais tout ça là, ne serait que concret lorsque le cadre réglementaire est mis en place qui permettront à toutes ces startups, ces entreprises d'éclore et toutes ces entreprises aussi hein,
hein, de beaucoup plus, hein, à trouver un terrain de favorable pour s'émanciper. Et quels sont les avantages que tu vois? Que ce soit sur le plan Les financier avantages, comme comme je on l'ai vient dit, d'en hein, parler je ou l'ai les dit, hein. autres? Oui, les avantages sont assez énormes. Et imagine aujourd'hui, hein, une même parcelle, je prends hein, la blockchain, une même parcelle, euh, on vend une même parcelle hein, à 10 personnes et ça devient un problème. Mais lorsque on permettra quand même euh, cadastre d'utiliser hein, une solution blockchain dans le cadre, il est très, très difficile d'anarquer parce que le transfert de propriété se fera sur la blockchain. C'est-à-dire que moi qui ai la propriété hein, mon truc sur la blockchain, lorsque je vais vouloir le revendre, je le revends directement à une personne et en le revendant, je lui transmets ce qu'on appelle l'ordre de propriété. Donc, l'ancienne propriété a un droit de ne pouvoir pas revendre parce que la propriété, elle est logée sur la blockchain. Et elle permettra aussi de limiter ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est que euh, il y aura que ce qu'on appelle des validateurs sur ces genres de projets. On peut avoir comment dans les autorités locales, on peut avoir les autorités du foncier à un niveau donné, on peut avoir comment dans les banques pour pouvoir agrémenter les transactions, on peut avoir les responsables étatiques hein, qui permettront de savoir réellement que et une fois que la transaction est validée, tous les ceux qui sont le rôle des validateurs, ça permettra de faire passer hein, l'acte de propriété que moi, à nouveau acheter directement à ce moment, du moment où je ne détiens plus l'acte de propriété, ça veut dire que je ne peux plus revendre. Et dans le domaine du financier aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, l'utilisation des blockchains permettront quand même de rendre encore accessible. Imaginez que j'ai envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un hein, en France, ça c'est très difficile. En maintenant la blockchain, du moment où elle est aujourd'hui, la loi MiCA est en place, ça veut dire que du Bénin, je peux envoyer 1 million de dollars directement par une banque sans passer même par truc. Et il suffit que la banque puisse savoir, oui, avec des portefeuilles que Studiol, mon prêt qui est en France, a aussi un portefeuille. On dit oui, envoyez-le directement et la banque détient l'argent. On essaie quand même d'implémenter ce genre de solutions permettre ce qu'on appelle hein, la rapidité, il y aura plus hein, ça va diminuer beaucoup plus ce qu'on appelle la corruption, ça va diminuer la lenteur, surtout la lenteur administrative, et ça va faire beaucoup plus diminuer ce qu'on appelle hein, et les arnaques qui sont tapis dans ce temps-là. Peut-être que d'un autre côté, je dis que peut-être que beaucoup ont peur de ça. Et quand je dis aussi dans le financement, dans le domaine du financement, l'utilisation de la blockchain peut être un outil très, très favorable. Ils permettront quand même que des personnes, par exemple pour le financement des projets, de s'assurer que l'argent est allé vers les projets et que l'argent a été utilisé en bon escient. Parce que sur la blockchain, toute transaction sur la blockchain est immuable. C'est qu'on ne peut pas l'effacer. Même dans 1000 ans, on peut le consulter. Et dans ce cas, ça devient un très, très bon outil et qui nous permettront de nous éclore. Donc si on fait un résumé pour, les auditeurs qui ne sont pas, forcément familiers avec la blockchain, donc comme on l'aura compris, la blockchain, c'est une technologie, une nouvelle technologie qui en soi est vraiment super simple. C'est une base de données, sécurisée par la cryptographie, accessible à tous sur l'internet de manière transparente et immuable, donc comme tu le disais, qui ne peut pas être changée. Et donc une des premières applications de ça, c'est la finance, et donc les cryptomonnaies qui restent, comme tu le disais, un marché très, très volatile, donc ça fait peur à beaucoup de personnes. Cela dit, dans certains pays, en Afrique, mais aussi par exemple comme en Amérique du Sud, les cryptomonnaies sont utilisées parce que, l'économie est tellement, faible et volatile que les cryptomonnaies au final sont moins volatiles et ce que tu disais aussi tout à l'heure, le rôle des stablecoins, les monnaies qui sont liées au dollar ou à l'euro avec lesquelles on peut, échanger. Mais au-delà du financier, donc toi, ta startup dont on va parler dans un instant, c'est au niveau du financier et du transfert d'argent. Mais comme tu le disais, au-delà du financier, il y a aussi plein d'autres applications telles que en tant que base de données pour les registres, pour les terrains, le cadastre, et cetera. Et donc c'est révolutionnaire parce que, par exemple, comme en Afrique ou dans d'autres pays en développement, il y a beaucoup de, comme on dit, land grabbing ou de vol de terrain parce que les gens n'ont pas les connaissances pour enregistrer, leur terrain et donc la blockchain serait un outil du peuple au service du peuple grâce, à l'open source exactement et je trouve ça vraiment super que voilà des personnes comme toi dédient leur temps, à éduquer autour de toi sur le sujet pour qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneuriat autour du sujet, de connaissances et des développeurs et qu'on puisse utiliser les outils disponibles pour développer des solutions, pour le peuple, au lieu d'attendre, que d'autres personnes viennent nous amener ces solutions et qu'elles ne soient pas forcément, au service, du peuple.
effectivement. Alors il y a aussi ce concept, ce mot-clé, Web3, Web3. Qu'est-ce que c'est le Web3? Et le web, oui, je vais essayer de faire quand même en 90, hein, il y a Timberlake, oui, qui a amené ce qu'on appelle le web 3 qui était un web intuitif, un web, où on s'affichait, c'est-à-dire c'est quoi? On était en mode lecture et je me souviens, hein, quand on allait au cybercafé, hein, en son temps, on ne pouvait que lire les informations avec un Netscape qui était là et on ne lisait que les informations. Après tout, le web 2 est venu, le web 2 est venu qui est un web encore beaucoup plus responsive en 99-2000. En ce moment, on pouvait ce qu'on appelle les interactions. Mais ces interactions étaient devenues des cas un peu beaucoup plus culturels, vous allez comprendre. Et le web d'aujourd'hui est dirigé ce qu'on appelle par des cafés. Donc, il y a des bases de données qui sont là et ces bases de données sont beaucoup plus exploitées contre nous. Et je crois que ces bases de données sont utilisées, hein, pour s'enrichir. Les GAFA qui n'ont pas des comptes de Facebook, qui n'ont pas de Google, et hein, Microsoft, qui sont ces personnes qui détiennent nos informations personnelles. Imaginez, hein, dans le groupe de la personne, c'est quelqu'un s'est inscrit sur Facebook. Tu donnes ton nom, ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone et tout ça là, ton sexe, ton âge et tout. Et Facebook l'exploite. Facebook l'exploite à son guide et même, hein, il y a même, on se permet même de mettre ce qu'on appelle des conditions d'utilisateur. Ils font plus d'une cinquantaine de pages que tu dois lire pour pouvoir valider. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un a pris la peine de lire les conditions d'utilisateur avant de se. Tu acceptes seulement et tu valides. Mais du moment où tu valides, tu deviens un outil de Facebook. Hein, tu deviens un outil de Facebook, c'est-à-dire que c'est quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure, tu prends ton portable, hein, tu tapes un sac sur la barre de recherche de Facebook pour savoir que dès le moment qui suit, tu auras toutes les publicités de vente de sacs dans ta zone et tout ça là. Et ça devient très, très, très malhonnête. Parce que Facebook n'a pas le droit d'utiliser nos informations personnelles. Mais ces informations sont vendues à qui? Aux mêmes personnes. Ça veut dire que Facebook se fait de l'argent sur nous. Mais qu'est-ce que nous on gagne en retour? Rien. Nous, notre banque peut dire que c'est de prendre ma photo, de publier ma photo. Je suis content. Et on nous attire beaucoup plus. Mais avec le Web3, on est en train d'aller vers un web beaucoup plus décentralisé, où chaque personne sera auteur de ces informations, où chaque personne sera on appelle une identité numérique. Le Web3 est beaucoup plus constitué ce qu'on appelle du web sémantique, et de la blockchain. Sans oublier l'intelligence artificielle aussi qui permet quand même de sceller tout ce lien pour créer quelque chose de très, très. Supposons que je suis dans le Web3. On m'appelle Urumbobi Sabiyarosika, je suis né tel Galégé, tel sexe et tel sexe. Lorsque je vais aller vers un prestataire de Web3, il y a certaines informations qui n'auront pas besoin. Lorsque la personne qui est en face de moi n'aura que besoin de mon nom et de mon prénom, alors cette autorisation, ce n'est que cette autorisation seule qu'il aura. Et même lorsqu'il va vouloir faire un sondage en utilisant mon nom dans ma zone, c'est que directement, le gain qu'il aura, hein, d'utiliser mes informations personnelles, c'est de que je partage ces gains avec moi. C'est un web beaucoup plus décentralisé et un web où chacun aura beaucoup plus à gagner. Et je crois que le web a déjà commencé aujourd'hui dans le domaine beaucoup plus, hein, du gaming, qu'on appelle des play to earn. Et c'est assez facile de constater, hein, et l'avènement du Web3, parce qu'avant, lorsqu'on achète une PlayStation, même aujourd'hui, vous achetez une PlayStation, vous devenez accro à la Play. Mais en retour, vous gagnez quoi? Vous ne gagnez rien. Hein? Vous êtes accro, la Play tout sort, vous achetez la Play 5 sort, vous achetez la Play 6 sort, vous achetez. Mais pour aujourd'hui, dans le domaine du gaming, avec comment il y a ce qu'on appelle des play to earn. C'est-à-dire qu'en jouant, je gagne. Parce qu'il y aura des NFT qui sont des acteurs de jeu selon ce qu'on appelle des NFT. Hein? Il y aura ce qu'on appelle des rewards. Il y aura des artefacts que je peux acquérir, hein, dans ce domaine et ça permettra d'évoluer. Ça veut dire qu'en jouant, je gagne de l'argent. Le propriétaire du jeu gagne de l'argent et en fonction du gain de l'argent, tant que je passe sur le gaming, je gagne de l'argent en retour. Et lorsque je voulais me retirer, hein, de ce Web3, je n'ai pas besoin de faire tout. Je vends ce qu'on appelle tout ce que j'ai et ça permet ce qu'on appelle, hein, de créer ce qu'on appelle un web beaucoup plus décentralisé où l'identité numérique de chaque personne est beaucoup plus contrôlée. Donc, c'est ça, en fait, ce Web3. C'est le web décentralisé où chacun est acteur de ses informations personnelles et personne ne peut avoir accès à ces informations personnelles sans que vous ne lui donnez une autorisation et le Web3 permettra aujourd'hui que l'identité soit unique. Parce que lorsque tu vas sur Facebook, les mêmes personnes postent 20, 30, 40 noms. Une même personne a plus de 50 comptes, plus de 30 comptes. Mais avec l'utilisation du Web3, avant d'accéder, par exemple, à une plateforme, hein, de ce genre, je dois mettre ce qu'on appelle ma clé personnelle, qui est ma clé publique personnelle qui permettront directement d'accéder, hein, à ce web avec clé privée. Et dans ce moment, personne ne peut plus se passer pour ce devoir.
et personne ne peut accéder à l'information dont je n'ai pas besoin. Lorsque je veux m'exprimer, c'est moi qui dois autoriser. Je veux mettre ces informations sur la plateforme. Et la plateforme ne peut même pas utiliser ces informations. Parce qu'en voulant l'autorisation, il fait qu'il me demande des autorisations. Et en retour, je lui dis oui, pour avoir accès à ces informations, il faudrait que tu me payes tel montant et tel montant. En ce moment, lui, il prend ces informations, il les utilise dans un cadre donné et lorsqu'il a des revenus, ces revenus, il les partage avec moi. Donc, c'est ça, on appelle beaucoup plus le web et décentralisé dans un thème plus clair et plus simple. Et merci pour, l'explication. C'est vrai que le la vie privée sur internet, c'est vraiment un sujet très, très sensible. Je pense que de plus en plus, on se rend compte que, voilà, notre vie privée sur internet, sans parler de partager des images ou autres, juste nos informations personnelles, en fait, ça a de la valeur. On s'en était pas rendu compte jusqu'ici qu'en fait, ça avait de la valeur et que c'était monétisé par ces grosses entreprises. Et c'est vrai que le Web3, c'est un espoir de venir un petit peu changer, ce contrôle et cette domination par ces grosses plateformes. Mais faut-il encore avoir, l'éducation nécessaire pour comprendre, que, on est un produit, on est monétisé et notre data est exploitée. Donc c'est un peu, toi qui es sur le terrain, est-ce que c'est des sujets que tu abordes, lors de tes masterclass, la notion de vie privée? Effectivement. C'est vrai que c'était, jusqu'ici un peu la face cachée de l'internet. Après tout, on a tous commencé à aller sur internet, on a découvert les réseaux sociaux et les marketplaces et cetera et d'un coup, on se rend compte: «Oh non, mais en fait, notre data, elle est utilisée». Tu sais, quand, tu reçois ces pubs, qui sont complètement, adressées à ta vie personnelle et cetera et ça fait super peur et tu te dis: «Mais comment ils savaient?» Et je pense que c'est un sujet, qui ne touche pas, que le continent africain en soi, mais, le monde entier. C'est de pouvoir mettre en lumière, le côté, sombre de l'internet et des données. Du coup, pour le Web3, je suppose que avec ce que tu as dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir, avoir l'opportunité d'avoir une vie privée sur internet en ne divulguant pas nos données personnelles à toutes les plateformes, mais en choisissant de divulguer seulement certaines informations. Et en plus, comme tu disais avec, le modèle Play to Earn, avec les jeux vidéo, il y aura aussi cette opportunité de monétiser, ton temps, en ligne. On peut prendre cet exemple aussi, par exemple, aujourd'hui, YouTube, te force à regarder des publicités. Peut-être que dans le Web3, tu seras payé pour regarder des publicités. Donc c'est un vrai changement de dynamique et j'espère vraiment, voir, des vrais acteurs, qui agissent positivement, dans le Web3 au lieu de retrouver ces mêmes acteurs, ces mêmes monopoles et ce même contrôle, sous étiquette, du Web3. J'espère que ça va vraiment nous donner l'opportunité de créer des nouveaux business models et un internet plus juste, pour tout le monde. Alors parle-nous un petit peu ou beaucoup comme tu le souhaites, de ta start-up de CryptaPay. Alors qu'est-ce que tu offres comme service? Sans craindre que la personne ne puisse partir avec son argent, sans craindre d'avoir un rappel de compte, sans craindre même que de trouver un compromis avec la diaspora, c'est-à-dire que des personnes qui sont là. Et encore, notre solution P2P qu'on appelle Crypta P2P permet quand même de créer, c'est un marché beaucoup plus au, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a quand même tous les marchés, c'est-à-dire c'est quoi, quelqu'un qui est au Bénin peut échanger avec quelqu'un qui est au Mali, acheter quelqu'un qui est au Burkina Faso, quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que Crypta Pay est dans 7 pays, c'est-à-dire le Bénin, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis l'Afrique centrale, le Cameroun. Donc voilà, donc nous travaillons en les crypto-monnaies étaient créées au PLA pour créer ce qu'on appelle éviter de contrôler. Donc ça veut dire c'est quoi? J'amène ma crypto-monnaie sur le marché de taper P2P, je le vends au prix que je veux avec le marché ils doivent tout trouver et c'est ce P2P là qui permet de créer quelque chose de sécurisé. Il faut dire que CryptoPay n'est pas aussi dans seulement et dans le dos. On a une solution qu'on a mis en place qu'on appelle Takash, qui est une solution de transfert d'argent. Et beaucoup plus de la diaspora de l'Afrique parce que il y a ce problème qui est assez courant. Lorsque quelqu'un envoie de l'argent de la France, hein, je prends un cas de la France vers le Bénin ou bien vers la Côte d'Ivoire, les frais deviennent énormes. Ça peut aller jusqu'à 10%, 15% même. Et sans oublier celui qui doit recevoir l'argent
bah, il doit se déplacer. S'il n'est pas, le déplacement est là, aller faire de passer des heures hein, dans les banques. Et là, on a pensé quand même utiliser ce qu'on appelle le levier des crypto-monnaies parce que, comme je l'ai dit, c'est assez rapide, c'est assez simple. Et là, nous, on ne demande pas aux clients de savoir ce qui se passe. Nous, on reçoit l'argent de l'homme dans nos côtés. On essaie de mettre, hein, d'utiliser ce qu'on appelle ce levier blockchain de crypto-monnaie pour que l'argent puisse parfaitement nous revenir ici en quelques secondes. Et la personne qui doit recevoir de l'argent, il va sur la plateforme de CryptoPay. Il vérifie son identité parce que il s'appelle Urungobi Sabia Osika. Il doit faire ce qu'on appelle le KYC en ligne. Et une fois que son KYC est validé, et on lui demande son numéro mobile money directement, MTN ou Move, si c'est le cas du Bénin. Et directement, il nous sort son argent dans son portefeuille. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer. Et à moins et les frais varient ce qu'on appelle de 0 à 1% de frais ou plus en fonction de la quantité de la transaction. Donc, ça veut dire que c'est une solution qui est déjà là, mais actuellement, nous sommes en train voilà, de remplir ce qu'on appelle toutes les conditions réglementaires, c'est-à-dire que la BCAO et tout ça là, avant de pouvoir lancer ce produit personnel. Voilà. Nous faisons aussi de la formation. Nous faisons ce qu'on appelle aussi apportons ce qu'on appelle consultant donc, aux entreprises qui désirent mettre ce qu'on appelle des solutions blockchain en place. Voilà ce que je voulais ajouter. OK. Est-ce que c'est compliqué, de naviguer ce cadre réglementaire et de remplir toutes ces procédures pour pouvoir, lancer ta solution? Oui, c'est un peu difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agrément. Il faut avoir d'abord un agrément de changement. Il faut d'abord prouver que, hein, il y a des procédures pour prouver qu'on est réellement dans un cadre. Et quand on parle déjà, on parle de beaucoup de zones économiques, c'est-à-dire que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, ça veut dire qu'il faut quand même, tous ceux qui sont des institutions comme l'AMF et tout ça là, il faut être en de bonne partie avec eux, qu'on puisse savoir quelle est la destination, quelle est la procédure à suivre. Et je crois aussi on est en contact avec l'AMF en France et tout ça là. Il faut avoir des comptes bancaires quand même internationaux pour pouvoir gérer tous ces transferts. Et là, ça veut dire que c'est une outil qu'on doit mettre en place. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Et peut-être que très bientôt, comme je l'ai dit, hein, c'est peut-être aussi un appel. On a tellement besoin hein, de personnes pour nous assister, pour nous permettre quand même de mettre, parce que c'est pas facile, surtout qu'on est logé dans un pays comme le Bénin un peu loin, mais que de mettre en place des solutions. Mais on était avec hein, notre propre personnel. Et je sais que très bientôt, on pourra quand même le dire, oui, on a vécu cette solution et ces solutions. Sinon, l'application est déjà prête, elle est déjà disponible. On attend juste les opérations, pardon, les autorisations plutôt, avant de pouvoir y débuter tout. Eh bien, je vous souhaite, à toi et ton équipe beaucoup de courage pour, avoir les licences, je suppose, nécessaires pour pouvoir mettre en place, cette solution. Merci. Donc tu disais en plus, ce que tu offres, c'est des services dans les entreprises pour comprendre en fait comment mettre en place des solutions, blockchain, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis, aussi nous donner quelques conseils, en tant qu'entreprise, comment mettre en place des solutions blockchain? Est-ce que c'est nécessaire? Et cetera. Aujourd'hui, on a dit, hein, le monde est en pleine mutation. Et lorsqu'une technologie comme la blockchain hein, s'invite, il faudrait quand même les entreprises cherchent ce qu'on appelle à optimiser ce qu'on appelle leurs solutions. Et ça passe beaucoup plus par la blockchain. Je l'ai déjà dit hein, aujourd'hui, il y a des universités qui nous appellent, par exemple, hein, qui peuvent dire une université, je prends un cas typique d'une université qui dit oui, je veux sécuriser ce qu'on appelle les diplômes diplômes que nous émettons. Parce que vous êtes sans savoir que aujourd'hui, avec Photoshop, je peux avoir le diplôme de n'importe quelle école que je veux. Et je peux prendre ce diplôme et aller travailler peut-être dans un coin un peu plus reculé. Et je disais ça aussi un jour aux étudiants. Votre université, je peux prendre le diplôme d'un parmi vous, me scanner sur Photoshop, mettre mon nom et mon prénom, mes informations personnelles, et aller à l'autre bout, peut-être même en Côte d'Ivoire, loin, hein, un peu plus reculé, et travailler avec ce diplôme comme j'ai ce diplôme. Et là, on peut mettre en place des solutions pour éviter, c'est-à-dire que des diplômes qui sont émis sur la blockchain, validés sur la blockchain, et là, lorsque je prends ce diplôme pour aller travailler même quelque part, ça serait impossible parce que celui qui va être dans avant que la reconnaissance de ce diplôme va passer par la blockchain. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, on peut vérifier réellement, je suis le titulaire du diplôme. Je peux modifier, hein, mais arriver là-bas, lorsqu'on va loguer ce qu'on appelle hein, le code QR et les informations de la clé publique, on saura que non, ce diplôme qui est sur la blockchain, qui est reliable, au fait, n'appartient pas au Room mais ça appartient à telle personne, à telle personne. Donc, c'est des solutions qu'on peut adapter. Et dans ce domaine aussi, ça permet d'éviter hein, ce qu'on appelle aussi, comme je l'ai dit, la lenteur administrative, ça permet
d'éviter, hein, que des comment dit-on? Assez de circuits. On n'aura que des professeurs qui peuvent mettre des notes, on aura le censeur de certains niveaux de l'administration qui vont valider. Et une fois validé automatiquement, le discours est livré directement, hein, à l'étudiant, à l'élève directement. Et en ce moment, même si on ne peut le trafiquer, même si la personne le trafique, la vérification, elle sera en ligne, elle sera automatique. Et dans le domaine aussi administratif, hein, certaines banques, je dis, hein, dans le domaine bancaire, la blockchain peut être utilisée surtout beaucoup plus pour les données personnelles parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elle est tellement sécurisée. Donc, c'est permettant quand même, hein, d'utiliser l'échange de données, hein, entre les banques et mettre en place, je crois qu'aujourd'hui, hein, dans la zone européenne, la blockchain est beaucoup plus utilisée dans les données personnelles. Vous allez voir aujourd'hui, il y a certaines solutions d'échange de données entre les banques qui permettent aujourd'hui d'encore rendre encore plus fluide, hein, les transactions financières. Ils permettent encore d'aller beaucoup plus au-delà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a même des solutions qui sont en train d'être au niveau de l'Union européenne pour faciliter ce qu'on appelle où les clients n'auront plus besoin de terrain de leurs données bancaires un peu partout. Mais lorsque je peux quitter d'une banque à une autre sans aucun problème, je peux envoyer l'argent d'une banque à une autre tant que mes identifiants et mes informations personnelles sont sous la sur cette blockchain, et cette blockchain sera, comment étant, un réseau qui sera distribué autour de toutes les banques qui permettront d'avoir une clientèle beaucoup plus unifiée et qui permettront peut-être à un client de quitter une banque et aller vers une autre banque, faire des retraits d'argent sans aucun problème parce que ce réseau est déjà distribué avec une connaissance plus accrue. Et ça permettront de créer ce qu'on appelle les équilibres où cette banque saura, oui, tel client de telle banque a cette telle opération chez moi. Et en effet, de faire ce qu'on appelle directement aussi automatiquement. Donc, c'est des solutions que les gens peuvent mettre en place de façon sécurisée. Les banques peuvent nous appeler et l'administration, hein, c'est une entreprise. Et même dans le domaine aujourd'hui, ce qu'on appelle de la logistique, le suivi, ce qu'on appelle hein, comment dire, des cargaisons peut-être faites sur la blockchain et c'est assez intuitif, assez facile parce qu'ils permettront d'avoir une traçabilité, hein, de tout ce qui est approvisionnement, d'avoir une traçabilité de leur utilisation. Et aujourd'hui, je crois qu'aussi dans le domaine de la logistique, elle est beaucoup plus utilisée. Il y a des solutions qui sont déjà en place qui permettront, lorsqu'on envoie peut-être un conteneur depuis l'Amérique vers l'Afrique, de voir à chaque niveau de compartiment où elle est utilisée, où elle a été enlevée, où elle a été développée, quelle est son utilisation sur le terrain et même hein, au niveau de l'assiette. C'est-à-dire que lorsque j'achète un produit comment dit-on, dans un supermarché qui est sur la blockchain, je peux vérifier qu'elle est authentique. Mes excuses, hein, je peux vérifier qu'elle est authentique et son authenticité me permettant de vérifier que réellement que il n'y a pas personne derrière qui essaie de se la jouer avec nous. Donc, vérifier la traçabilité du produit, son origine et tout cela sont des choses que la blockchain peut faire et qui sont assez le le meilleur qu'ils ne pouvons plus être. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, c'est des solutions qu'on peut mettre en place, c'est des solutions que les gens peuvent utiliser et même des petites entreprises peuvent le faire en interne et dans ce moment, tu tapes quelle solution c'était en tant que chef de projet et aussi apporter tout ce qui est des solutions et permettre aussi de recruter ce qu'on appelle des spécialistes pour toutes ces solutions, pour toutes ces solutions. Donc si je suis, une entreprise ou, une institution aujourd'hui basée, sur le continent africain et que je me demande: «Est-ce que blockchain, ça pourrait être utile pour mon business?» Quels seraient les premiers conseils que tu donnerais ou les questions qu'il faut se poser, pour savoir s'il faut te contacter, pour savoir comment mettre en place une solution? Lorsque déjà vous avez besoin une sécurité, lorsque peut-être il y a une lenteur administrative, vous sentez que il y a des cas de, comment dit-on, de difficulté, hein, comme je l'ai dit, hein, de fonctionnement au sein de votre maillon et que vous sentez que la blockchain, compte tenu de son caractère immuable, sécurisé, peut nous apporter une solution, vous nous demandez. Par exemple, hein, je me souviens, comme je l'ai dit, ces cas comment dit-on, de falsification des diplômes où une université nous contacte hein, avec d'autres acteurs de la crypto. Essayez de me trouver quelque chose dans ce domaine qui pourront quand même sécuriser les diplômes que nous émettons chez nous. Et là, c'est bien. Donc, une solution n'est toujours, il a parlé d'un problématique, un problème que les gens posent, un vécu quotidien. Et ce vécu quotidien, la blockchain peut être un outil. Et lorsque c'est comme ça, il suffit quand même, comme je l'ai dit, hein, mes identifiants, à la fin, je vais donner quand même tout ce qui est. On peut rentrer aussi de consultants. Lorsque hein, les gens ont des difficultés au niveau de leurs entreprises, par exemple, avec le personnel, la gestion du personnel devient un problème assez difficile. Et je crois que peuvent quand même arrêter où il y a des cas de vol, il y a des cas de détournement de fonds, il y a des cas où ils n'arrivent pas à se poser de solutions. Alors là, ils peuvent s'approcher quand même directement
Aller, par exemple, directement nous contacter par mail et tout ça, et dire oui, voilà, je suis telle, telle personne, c'est tel problème, tel problème. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et notre premier rôle, c'est de mettre un diagnostic. Et ce diagnostic nous permettra quand même de nous prouver que tel problème peut y avoir une solution et tel problème peut être de cette manière. Et dans la suite, on pourra le dire pour mettre en place ceci et ceci. Voilà ce qui se fait. Voilà ce qu'il faut refléter. Et en ce moment, ça devait la mise en place d'une solution et une solution très viable. Voilà ce que je Eh bien, merci à toi pour, tous ces conseils et toutes ces connaissances. Donc comme on l'aura compris, tu es à la fois un enseignant, formateur en blockchain et en Web3. Tu as ta propre start-up, tu es un entrepreneur et tu collabores aussi avec, par exemple, des universités ou des entreprises pour les aider à comprendre comment, mettre en place la blockchain. Pour terminer cet épisode, je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils, pour d'autres entrepreneurs, en ce qui concerne l'Afrique francophone, pour, voilà, pour lancer sa start-up ou pour, démarcher des clients ou n'importe quel conseil que tu aurais envie de donner et partager aujourd'hui? OK, et déjà, il faut dire que, comme je l'ai dit, hein, c'est pas facile. Surtout, hein, un entrepreneur a besoin d'être résilient et d'être résilient et beaucoup d'être très, très honnête, ce qui n'est pas souvent. Donc, lorsque vous êtes résilient, lorsque vous êtes honnête, vous arrivez à plus que l'autre. Et au-delà de la résilience, il faut s'entourer de bonnes personnes. Bonnes personnes, ce qu'on appelle un environnement. L'environnement dans lequel vous devez doit être un environnement sec et un environnement qui vous permettront d'éclore ce qu'on appelle vos talents. Et lorsqu'on permet, on met tout ça en compte, ça permet de mettre en place des solutions. Et aussi, comme je l'avais te le dit, hein, lorsqu'on est entrepreneur, il faut être plus être utile. Il se faut ce qu'on appelle plus discuter. Il faut aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Il faut essayer de comprendre ce que les autres font, comment les autres le font. Ça permet quand même de créer ce qu'on appelle aussi un cadre beaucoup plus, hein, un cadre qui s'épanouit. Parce qu'on a l'habitude de le voir, hein, qui se disent que ah, moi, je ne peux pas faire ci et ça. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne- Donc, et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a pour l'entrepreneuriat, on a besoin d'être plus vrai et beaucoup plus hein, et résilient. Ensemble, main dans la main, nous allons créer ce qu'on appelle des solutions bien adaptées à l'Afrique, pour les Africains. Résilience, honnêteté et intuition. Super. Bah, merci beaucoup, d'avoir pris le temps, d'être là avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé, ton enthousiasme et tes bons conseils. Merci. C'est l'heure de la question bonus. Tu es basé au Bénin, à Parakou, dans le nord du Bénin, c'est bien ça? Et du coup, je voulais te demander si tu souhaites partager un petit peu, afin de valoriser, voilà, ton pays et nous parler un petit peu de la culture ou de ce dont tu as envie de nous parler sur le Bénin afin de nous faire un petit peu voyager pour la fin de l'épisode. Merci beaucoup. Hein, et on parle de Bénin. Le Bénin, c'est un petit pays, mais un grand pays. Pays avec aujourd'hui, hein, le gouvernement en place a déjà mis tout ce qu'on appelle une attractivité autour du domaine économique et tout ça là. Pour créer une entreprise au Bénin, par exemple, en moins de 24 heures, moins de 2 pour créer une entreprise au Bénin, même une SAS, en moins de secondes, tout est digitalisé au Bénin et ils permettent quand même hein, à nous, jeunes entrepreneurs, hein, d'être beaucoup plus assistés. Et comme je l'ai dit toujours, le nord du Bénin, c'est un pays vraiment ensoleillé avec beaucoup de sites touristiques qui sont là et de mai assez parfait. Et aujourd'hui, je me suis installé au Bénin, je construis au nord du Bénin où je vis avec ma famille, même si je voyage assez. Et tous ceux qui ont visité ont eu le temps de visiter le pays pour comprendre que le Bénin est un pays quand même, point de vue, comment est-on, mise en place on a une solution. Et il y a tout le business est assez fluide et l'État a mis en place tout un bon processus pour permettre à tous les entreprises. Et quand on associe hein, tout, ouais, et toute cette facilité et aussi ce beau pays du Nord qu'on peut exploiter, on ne peut que tous les entrepreneurs rêvent de venir au Bénin. Et aujourd'hui, je leur demanderai toujours, hein, vous pouvez venir au Bénin, nous sommes là pour vous accueillir. Et le Bénin est beaucoup plus serein que qu'on ne le pense. Et avec des, comme chez moi au nord du Bénin, bah, du nord du Bénin, j'ai l'habitude peux manger du viande pilé qu'on a fait de Sofuru, qui est un des meilleurs, les plus connus, qui est très, très succulent et complet. Donc, voilà sur le nom d'adresse que j'ai. Je voulais y ajouter aussi, pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez le faire directement, vous prenez sur LinkedIn, voir Oro Yobi Sabiya Osika. À la fin, je vais demander aussi, je vais envoyer mes coordonnées personnelles pour que ça puisse, ou bien 6
bigons@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des mails et tout ça là, je répondrai. Et après, je vais donner aussi, j'ai un numéro sur lequel vous pouvez m'écrire par WhatsApp, qui est le +229 96 70 06 18. Je suis disponible quand même pour discuter de tout ça là. Et ça sera un plaisir pour moi, hein, et de faire aussi un coucou à ceux qui peut-être, qui ont envie d'investir, hein, d'investir dans le domaine de la blockchain, d'accompagner des entreprises dans le domaine. Et bah, le temps est là aujourd'hui. Je crois que très bientôt, nous allons ouvrir un bloc pour nous permettre d'accueillir d'autres personnes et là, ça vous permettra quand même aussi de prendre plus on peut mettre une solution en place et puis l'Afrique est quand même faire le bonheur de tous. Merci. Eh bien, merci à toi, Sabi. C'était un grand plaisir, de te rencontrer et d'échanger avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour tes initiatives et encore un grand respect pour les initiatives, que tu fais dans le domaine de l'éducation, dans la blockchain et le Web3. On reste en contact. Mélissa, merci, je te félicite aussi, hein. Merci pour l'opportunité que tu donnes aux jeunes entrepreneurs comme nous pour s'exprimer. La visibilité que tu nous donnes aussi. Et j'espère que, hein, au moment peut-être que dans 1 an ou 2 ans, que je reviendrai ici avec hein, de bonnes choses et aussi de bonnes informations. Merci, merci une fois que tu me bénisses et que je bénisse l'Afrique et Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.